Aujourd'hui, on va s'intéresser à la chimie analytique et on va se donner quelques applications. La chimie analytique, elle est très importante, surtout pour les études médicales et les recherches en biologie. Et je commence tout de suite par 1. Quel est le but, quel est l'objectif de cette partie de la chimie? Elle nous permet de caractériser, identifier et quantifier quoi? Une espèce chimique. C'est ça le but de la chimie analytique. Caractériser, identifier, quantifier une espèce chimique. Cette espèce chimique peut être un atome, un ion ou une molécule. C'est ça, espèce chimique. Et du coup, l'évolution et le progrès d'une part et le contrôle, la surveillance d'autre part. De tous les domaines. Pourquoi? Car tous les corps, qu'ils soient macroscopiques ou microscopiques, visibles ou invisibles, sont constitués en fin de compte d'espèces chimiques. Et en particulier en pharmacologie, en médecine, en dentaire, en agroalimentaire, dans l'environnement, l'industrie, etc. C'est-à-dire que la chimie, elle a envahi tous les domaines. On respire des molécules, on regarde des molécules, on écrit avec des molécules, on écrit sur des molécules, on voit des molécules. Donc la chimie, elle est omniprésente dans tous les domaines, qu'ils soient microscopiques ou macroscopiques. D'où l'utilité de ce chapitre. Deuxième paragraphe. Les méthodes. Quelles sont les méthodes pour aborder l'analyse en chimie? Il y a deux méthodes principales. Il y a la méthode classique qui peut être soit qualitative, soit quantitative. Qualitative, vous avez déjà étudié ça au lycée, en première, en deuxième et en classe terminale, c'est-à-dire en tronc commun, en première année et en deuxième année du lycée. Qualitative, vous prenez un colorant ou bien une espèce chimique, comme par exemple une solution d'hydroxyde de sodium, vous la versez dans un tube à essai contenant par exemple des ions Fe2+, vous obtenez un cristal, un dépôt d'hydroxyde de fer. Donc, je dis que c'est une étude qualitative. Je n'ai rien mesuré. J'ai déterminé la qualité de cet ion. Est-ce qu'il est métallique? Est-ce qu'il est bleu? Est-ce qu'il est vert? Est-ce qu'il est... C'est ça, les tests d'identification. On ne mesure rien. On ne s'intéresse pas à la quantité. Alors, la deuxième méthode, elle s'intéresse, elle, à la quantité. On procède donc par une balance. Donc, on fait la pesée, et plus précisément une double pesée. S'il s'agit d'un volume, d'un gaz qui se dégage dans une éprouvette renversée sur un cristallisoire pour recueillir un gaz, c'est la volumétrie. Donc là, c'est la méthode classique, mais quantitative. Elle s'intéresse à la quantité. Deuxième type de méthode, c'est la méthode instrumentale. Cette partie, elle a un caractère physique. Elle s'intéresse à la mesure de grandeur physique, telle que la conductivité, le potentiel électrique, ce n'est pas la vitesse, le potentiel électrique, par exemple, de l'électrode, l'absorbance, le pH, etc. Ce sont des grandeurs physiques. Donc, elles font partie de la méthode instrumentale. Donc, les deux méthodes principales en chimie analytique sont la classique et l'instrumentale. Troisième paragraphe. Quelles sont les techniques d'analyse? Et ça, vous allez le vivre en laboratoire. Quelles sont les techniques d'analyse? Il y a
deux techniques principales. Il y a l'analyse atomique ou ionique, c'est-à-dire on s'intéresse à caractériser, à identifier, à chercher un atome ou un ion. Donc c'est l'analyse atomique. Ensuite, on va voir, petit b, l'analyse moléculaire. Donc lorsque je dis technique d'analyse, il faut voir, est-ce que vous allez chercher un atome, un ion ou une molécule. Intéressons-nous maintenant à l'analyse atomique ou ionique. Parmi les techniques d'analyse les plus utilisées sont la spectrométrie d'émission. De quoi il s'agit en fait? Il s'agit d'exciter un gaz à haute température et qu'est-ce qu'il fait? Il émet de la lumière, il émet des ondes, il émet des photons et on obtient ce qu'on appelle sa signature. Une bande de fond noir où s'inscrivent des raies de couleurs différentes. Le bleu, le mauve, le vert, le bleu 1, le bleu 2, le jaune 1, le jaune 2, etc. Donc, on dispose d'une lampe contenant des atomes de sodium à l'état gaz, à haute température. Par excitation, on obtient, en utilisant un spectroscope, cette signature où il y a deux raies, deux jaunes, le jaune 1 et le jaune 2. Ça, c'est la signature. Ça, elle nous indique qu'il s'agit des atomes de sodium. Donc, à partir des raies indiquées sur la signature, on peut remonter à l'espèce chimique. Il en est de même pour l'atome H, le néon Ne. Toutes les espèces chimiques. Donc ça, c'est atomique. Ça s'appelle la spectrométrie d'émission. On excite le gaz et qu'est-ce qu'il fait? Il émet des photons qui laissent une signature sur un fond noir. Et cette signature nous permet de remonter à cette espèce chimique. C'est ça la spectrométrie d'émission. Deuxième type d'analyse. La spectrométrie de masse. Tout à l'heure, c'était la spectrométrie d'émission. Ici, c'est la spectrométrie de masse, déjà vue au lycée. Par exemple, on peut identifier le chlore 35, le l'ion chlorure 35 ou l'ion chlorure 37. On peut les séparer et les identifier et déterminer même leur pourcentage dans le mélange. Ce sont les isotopes. Ensuite, on peut faire la même chose pour les isotopes de l'oxygène. L'oxygène 16, 17, 18, les ions ici. Le plomb, la même chose, le 204, le 206, le 207 et le 208. Comment on procède donc? On dispose de ce qu'on appelle la chambre d'ionisation. La chambre d'ionisation contient les isotopes mélangés. Par exemple, le chlore 35, le chlorure 35 et le chlorure 35. Et qu'est-ce qu'on fait? On enlève la contrainte qui est là, c'est-à-dire on ouvre un petit orifice, et là, il y a deux plaques parallèles entre lesquelles règne un champ électrique. Qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire une tension électrique, une différence de potentiel. Il accélère ces ions. Donc ça, c'est la zone où il y a accélération. Ça, c'est la chambre d'ionisation. Ici, il y a accélération des ions. Et dans la deuxième partie, règne un champ magnétique B, bien orienté. Qu'est-ce qu'il fait? Il génère, il produit, il cause la déviation. Chaque ion, selon sa masse, 35 ou bien 37, qu'est-ce qu'il fait? Il décrit une trajectoire circulaire et on le capte là. Par exemple, le premier au point M, le deuxième point M. Là, on met un capteur, un récepteur très sensible. Il capte le premier isotope, il capte le deuxième isotope. Ça y est, ça c'est la chambre de déviation. Il y a un champ magnétique B. Chaque cercle, les deux cercles n'ont pas le même centre. Le centre du premier, il est là. Je peux le mettre là. C'est oméga 1. Et le centre du deuxième cercle, c'est oméga 2. Je rappelle que le rayon de chaque cercle en général, c'est la masse de l'ion fois sa vitesse
là, la vitesse d'arrivée, sur sa charge en valeur absolue fois l'intensité du champ magnétique en Tesla. Ça, c'est le rayon déjà vu en classe terminale. Donc, ça, c'est la deuxième méthode d'analyse. Ça s'appelle la spectrométrie de masse. Et cet appareil s'appelle le spectromètre de masse. Qu'est-ce qu'on fait? On trace cette courbe, l'abondance, le pourcentage en pourcentage. Et là, M sur Z, la masse de chaque ion sur sa charge Z. On obtient des pics. Et à partir de ce diagramme, on peut remonter à l'espèce chimique. Donc, M sur Z caractérise l'ion étudié ou bien cherché. Et je passe à la suite. Voilà. Maintenant, je passe à la deuxième analyse, l'analyse moléculaire. Tout à l'heure, on a analysé, on a cherché, on a caractérisé, on a identifié des atomes ou des ions. Maintenant, on va faire la même chose, mais pour des molécules. Donc, les deux méthodes principales sont la chromatographie et la spectrophotométrie. La chromatographie, vous avez déjà étudié ça en classe terminale, la CCM, chromatographie sur couche mince. Ici, on va étudier une plus générale. Donc, c'est une méthode de séparation, qu'il s'agisse d'un gaz ou d'un liquide. On dispose d'un tube à essai, une éprouvette. On met le composé étudié après avoir rempli ce tube par une matière spéciale. C'est un remplissage spécifique. Vous le trouvez au laboratoire. On verse le composé que l'on va étudier. C'est ça notre X à identifier, à caractériser, à quantifier. Et on verse un solvant, un éluent, ça veut dire solvant, convenable. Avec le temps, en bas là, ici, du tube à essai, il y a un détecteur. À la sortie de ce détecteur, D, ça signifie détecteur, on obtient un signal. Et on obtient ce type de graphe. On irradie le signal avec le temps. Et à partir de ce signal, de cette courbe, on peut déduire le type de molécule étudiée. Ça y est, on peut déterminer toutes les molécules dans ce composé, parce que c'est un composé. Il contient plusieurs molécules. Et grâce à cette méthode, grâce à cette chromatographie qui est une méthode de séparation, grâce à ce graphe, on peut remonter à toutes les molécules constitutives de ce composé. Deuxième type d'analyse moléculaire, c'est la spectrophotométrie, en général en infrarouge. Je rappelle que la lumière infrarouge a une longueur lambda supérieure à 780 nanomètres, c'est-à-dire c'est à droite de la zone du visible. La zone du visible, c'est entre 400 et 800 à peu près nanomètres, à peu près. Donc, on dépasse un petit peu la borne sup de la zone du visible et on tombe donc dans l'infrarouge. On prend un bécher, on verse le composé ou la molécule étudiée. On envoie une lumière infrarouge. S, c'est la source lumineuse, d'intensité I initiale, I0. Après avoir traversé le tube, la matière, la substance étudiée, à la sortie, on recueille une lumière infrarouge, mais ayant son intensité un peu affaiblie. Et qu'est-ce qu'on fait alors? On fait le rapport de la sortie sur l'entrée. Ça s'appelle la transmittance. On utilise ce rapport. On compare. C'est comme un rendement. On compare la sortie avec l'entrée. Donc, on obtient bien sûr une valeur inférieure à 1. Et qu'est-ce qu'on fait? On trace cette courbe. La transmittance en pourcentage, je parle de 100%. C'est ça le départ, 100%. C'est la transmittance maximale. Et en axe d'abscisse, l'axe X, il y a le nombre d'ondes nu. Je rappelle que le nombre d'ondes, c'est l'inverse de la longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est lambda, c'est en centimètres. Dans le système international, c'est en mètres. Ici, pratiquement, on utilise le centimètre. Le nombre d'ondes, donc, c'est centimètre moins 1. C'est une méthode très pratique. Le nombre d'ondes, il croît dans ce sens.
Ça y est. Il croit dans... Le 0 est là. 0, 10, 20, 30, 100, 200, etc. Mais cet axe, son origine, c'est là. Donc ce O, il concerne le Y. Mais le X de cet axe, il est là. Vous allez voir comment. Ça, c'est... Voilà. Et je vous donne des exemples. On donne en infrarouge les bandes d'absorption. Voilà, on a fait une expérience. On a une substance, un composé, ou une espèce chimique que l'on ignore au début. On réalise la spectrophotométrie en infrarouge, on obtient ce diagramme. La transmittance, le nombre d'ondes. Regardez, ça c'est décroissant le nombre d'ondes. C'est en centimètres moins 1. Voilà, on obtient des bandes d'absorption. C'est-à-dire des pics renversés, dans le sens inverse, comme ça. Donc, regardez ça, c'est une petite perturbation, ça veut dire qu'il y a le vide, il n'y a rien. Donc, dans la zone de 3000, 2000, 3000 centimètres moins 1, il n'y a aucune caractérisation distinguée. Mais là, il y a une forte absorption. La même chose ici. Donc, vous laissez tomber les petites bandes. Intéressez-vous seulement à la bande aux bandes larges. Par exemple, dans cet exemple-là, dans cet exercice, on constate, on remarque que cette bande pointe vers 1725 centimètres moins 1. C'est le nombre d'ondes. Ça, c'est 2000 centimètres moins 1. 3000. Là, c'est à peu près 0. J'ai voulu dans ce sens. On veut dans ça. On veut dans les intervalles d'absorption pour les fonctions bien caractérisées. Ce sont des données, hein? Il ne faut rien apprendre, on veut le donner. Pour les cétones, voilà la zone d'absorption. Elle appartient à ce domaine de nu, en centimètres moins 1. Ça, c'est pour les cétones. Pour les aldéhydes, voilà leur zone où la bande d'absorption est distinguée. Et bien, remarquable. Pour les liaisons CH, voilà la zone de leur apparition en partie bien distinguée. On vous donne ça. Et on vous dit, à partir de ce graphe, quelle est cette molécule X que l'on cherche? Quelle est cette molécule X que l'on veut identifier? Je reviens au titre, toujours. Qu'est-ce qu'on constate? Que la bande principale, elle pointe vers cette valeur. Or, cette valeur, elle appartient au premier intervalle. Or, le premier intervalle, il indique la cétone. Donc, c'est une cétone. Vous allez me dire, est-ce qu'il n'y a pas de liaison CH? Non, parce que la liaison CH, elle absorbe dans cette zone. Or, dans cette zone, la zone-là, elle est vide. C'est là où il y a le vide, il n'y a rien. Donc, pas de liaison CH. S'il n'y a pas de liaison CH, c'est certainement que c'est une cétone. Ça c'est non en logique. Il n'y a pas de liaison CH. Non CH. D'où X est une cétone, puisque la bande la plus large, elle absorbe dans cet intervalle. Et cet intervalle, elle intéresse seulement l'acétone. Ça, c'est du courant, on vous le donne. Dans les concours et les examens, on vous donne une fiche où il y a toutes les valeurs possibles. Voilà, donc voilà une petite conclusion, une petite synthèse de cette partie. Donc pour chaque fonction, pour la spectrophotométrie, pour chaque fonction, il y a une bande d'absorption remarquable qui pointe vers nu, c'est-à-dire le nombre d'ondes bien distingué. C'est le cas ici. Ça y est? Voilà, et je passe à la suite. La dernière technique d'analyse, c'est la RMN. Donc, on a vu comment on cherche, comment on caractérise, comment on identifie un atome ou un ion. Ensuite, la même chose pour une molécule. Et maintenant, on va s'intéresser à une méthode purement physique.
c'est la RMN. C'est la résonance magnétique nucléaire. De quoi s'agit-il au juste? Cette partie, elle s'intéresse aux protons de la molécule. Vous avez l'espèce chimique étudiée, vous avez votre molécule, votre substance à caractériser. Donc, vous allez créer une sorte de tremblement, une sorte de vibration. Vous allez secouer votre molécule et elle va répondre en vous décelant, en vous dévoilant son identité. Comment? Les protons H+ de la molécule étudiée, de l'espèce chimique, on les fait plonger dans un champ magnétique B, par exemple de Tesla. Pour avoir une valeur en laboratoire, c'est ça l'ordre de grandeur des champs. Vous n'allez pas utiliser 2 millitesla ou 0,5 millitesla. C'est un champ très fort de Tesla. Hein? De fréquence appartenant à cet intervalle, variant de 100 MHz à 1000 MHz. Ça, c'est en laboratoire. Alors, les protons H+ de la molécule étudiée, ils s'orientent, ils sont obligés, ils sont soumis à une coercition, ils sont polarisés dans la direction de ce champ. Ces protons s'orientent alors comme des dipôles magnétiques dans la même direction que le champ B. Voilà un petit schéma. Voilà le champ B imposé avec sa fréquence radio. Alors les atomes de cette molécule que vous cherchez s'orientent de cette manière. La majorité s'oriente dans le sens de B, parce que ça dépend du spin. Le spin 1,5 ou bien moins 1,5. En général, la majorité prennent la même direction que B, parce qu'il apparaît une aimantation grand M collinaire à B et dans le même sens, dans ce cas. Ça y est, le diamagnétisme, le ferromagnétisme, le paramagnétisme, j'espère que vous avez déjà étudié ça. Donc les protons de ma molécule, je les secoue par mon champ magnétique P, ils prennent sa direction et la majorité prennent le sens de P. Et il y a donc des placements chimiques, bien sûr microscopiques, des protons H de la molécule. Ce déplacement, on l'appelle delta, c'est delta minuscule. Donc, chaque atome H de la molécule se déplace un petit peu de sa place où il est en équilibre, parce qu'il est soumis à un champ magnétique extérieur. Delta en partie par mètre. Donc, ce déplacement, il est en ppm. Que signifie ppm? C'est partie par million, pas par mètre, par million. Que signifie ça? Le déplacement, il est très microscopique. Qu'est-ce qu'on fait? Par rapport à une référence, TMS, que je vais expliquer tout à l'heure, je divise par la fréquence de l'appareil et je multiplie par 1 million 10 puissance 6. Pourquoi? Pour agrandir delta, pour la rendre plus pratique. Je ne peux pas manipuler des choses microscopiques. Ça y est? Donc, c'est comme si je faisais un grossissement. Voilà, c'est ça, le ppm. Donc, déplacement par rapport à TMS fois 10 puissance 6, c'est ça, million, sur la fréquence. C'est ça, delta, par définition. Il y a en Hertz, et en bas, il y a en Hertz. Donc, finalement, il n'y a pas d'unité. Donc, TMS, c'est le pic de référence. C'est l'origine de delta, parce que delta, elle va prendre l'axe X. Son origine, c'est une substance chimique fixe en laboratoire, ça s'appelle TMS. C'est le tétraméthyle de silicium, c'est cette molécule. Donc cette molécule, on vous la donne en laboratoire, ou bien déjà préparée, et vous allez l'utiliser comme origine. TMS. Apprenez ça par cœur, il faut le mettre en tête. Et le delta, c'est le déplacement agrandi. Voilà pourquoi j'ai multiplié par 1 million. Et voilà des exemples pour mieux assimiler le phénomène. Voilà l'exemple 1. Soit cette molécule,
cette molécule, je la soumets à un champ magnétique B extérieur avec une fréquence appartenant à l'intervalle cité tout à l'heure de 100 MHz à 1000 MHz. On obtient ce diagramme. Voilà l'axe des Y. Voilà le pic de référence, c'est le TMS. Le TMS, c'est l'origine, c'est le pic de départ, c'est le pic origine de tous les autres pics. Ces pics, ils ne s'intéressent qu'aux atomes, qu'aux protons d'hydrogène de la molécule. Vous ignorez tous les atomes de la molécule, sauf des protons H+. C'est ça la RMN, la résonance magnétique nucléaire. Elle ne s'intéresse qu'aux protons de l'hydrogène. Voilà le pic d'origine. Alors, regardez ici. Vous prenez des couleurs. Voilà. Je vais isoler ces H noirs. Tous les atomes. Donc, c'est le système étudié. Ce sont ces 3 H. Puisqu'ils sont liés au même carbone, ils sont dits équivalents. Donc, je vais étudier ces 3. Je dis que c'est un seul H, puisqu'ils sont équivalents. Je dis 1. Il est couplé à qui? Il est couplé aux 2 bleus. Ça y est, il est couplé aux 2 bleus. Donc, je dis 1, 2, 3. Le système étudié, ce sont ces 3 H. Je dis 1, ils sont équivalents, puisque c'est le même C. 1. Mais les voisins, non. 1, 2, 3. Donc, ces H, sous l'action de B, ils vont me donner un triplet T. Le voilà. Donc, ces 3 H vont engendrer un pic, normalement 3 petites barres. Moi, j'ai mis seulement 1 et je mets la T, un triplet, 3 barres. Comme les doigts, 3 doigts. Peu importe la longueur, je m'en fous. Donc, ces 3 H, ils sont représentés par 3 pics. On dit un triplet. Si vous ne voulez pas mettre un seul, vous mettez 3. On s'en fiche de la longueur. 3 pics voisins. Ou bien un seul, ils vont noter T, un triplet. Ça y est. Maintenant, les protons étudiés, ce sont les bleus. C'est ça mon système étudié. Puisqu'ils sont liés au même carbone. Ils sont équivalents. Je dis 1. Quel est le carbone qui est couplé à ce carbone? C'est celui-là. Celui-là, il n'a pas de carbone. Donc, les voisins de ces 2 carbones bleus, ce sont les 3 noirs. Donc ici, je dis 1, parce que c'est ça ce que je suis dit. 1, 2, 3, 4. Un quadruplet. Q, c'est ça. Donc, ces 2 H qui sont en bleu vont produire un quadruplet. Si vous n'aimez pas ça, vous mettez 4 doigts, 4 barres. Donc, les 2 H bleus sont représentés par un quadruplet. Les 3 H noirs sont représentés par un triplet T. Celui-là, c'est O. Ce n'est pas un C. Il n'est couplé à rien. Il est couplé avec lui-même. Donc, ce H, il est isolé, il est seul. Il n'est couplé à rien puisqu'il n'y a pas CC. Je dis 1. Donc, un singulier. Ce H, il est représenté par un seul pic. Je dis S singulier. Et le X sont les deltas. Voilà, sur l'action du champ magnétique, ces atomes, ces protons H, sont déplacés par rapport à TMS de ces quantités. C'est ça la distance traversée. C'est le delta. C'est microscopique. Donc, pour les rendre plus concrètes, on a utilisé le 10 puissance 6 fois 1 million. Et je continue les exemples. Voici un exemple de toujours en RMN. Regardez cette molécule. Ça y est. Voilà. Ça, c'est OH, CH3, CH3, HH, CH3O. Donc, ce CH3 et ce CH3 sont symétriques. Ce H et ce H sont symétriques. Exploiter la symétrie si il y en a une ou plusieurs. Ça, c'est un axe de symétrie par rapport à cette partie. Regardez ce cycle. Ce cycle, il a un axe de symétrie. HH, CH3, CH3. Ça va nous réduire le travail.
Je mets toujours mon diagramme. Le TMS, il est l'origine. Voilà. Le delta en ppm, toujours. On veut dans ça. Et voilà. Si elle est symétrique, je n'étudie que la moitié. Intéressons-nous à ces H-là. Ces 3 H. Ensuite, on va s'intéresser aux 2 H. Ensuite, à ce H. Ensuite, à ces... J'ai essayé de les séparer en utilisant des couleurs différentes. Ça y est. Et voilà, comme tout à l'heure, j'obtiens un doublé, ensuite un quadruplé, ensuite un singulier, ensuite un singulier. Regardez ces 3 H qui sont isolés. Ils sont couplés à rien. Donc, je dis 3 H, 1, ils sont équivalents, ils sont liés au même carbone. Et ce carbone qui est lié à ce carbone ne porte aucun H. Donc, ils sont seuls. Je dis 1, un singulier. Voilà. Les 3 H, un singulier. C'est ce qui est en bleu. C'est le pic en bleu. Voyons le noir. Celui-là. Celui-là, il est seul. C'est le singulier. Un H, le singulier. Les autres, celui-là, c'est 1. Avec l'autre, c'est 2. Si j'utilise ces H, ils sont équivalents, c'est le même carbone. Ils sont couplés à ce H parce que c'est C. Donc, je dis 1, 2. J'utilise seulement la moitié puisqu'elle est symétrique. 1, 2, un doublé. Le voilà. Et ce doublé, il est généré par qui? Par ces H et ces H. C'est symétrique. Donc, 3 et 3. Voilà pourquoi j'ai mis là 6. Raisonner sur la moitié, mais c'est la même chose pour tout le monde puisqu'elle est symétrique. Et voilà. Je passe au troisième exemple. C'est la même chose. Je prends toujours mon origine, c'est le TMS. Et j'isole les H. Celui-là, il est seul, singulier. Voilà. J'étudie ces 2. Je dis 1. 1. 2, 3, 4. Quadruplé. Voilà. Donc, ces 2 H sont représentés par un quadruplé. J'arrive à ces 3 H. Si le système étudie maintenant. Donc, je dis 1. Ils sont équivalents. 1. Le voisin, c'est 2. Donc, 1, 2, 3. 1, ils sont équivalents. Les voisins, il y a couplage, il y a interaction, il y a influence entre les voisins. Donc, je dis 1, 2, 3, un triplé. Voilà. Ces 3 H sont représentés par un triplé. Les 3 H, 3 H, ça donne un triplé. Un autre exemple, il va terminer cette partie. Regardez cette molécule. CO5, c'est une cétone bien sûr. CO5, c'est le pentanone. Voilà. Donc, sous cette forme, elle n'est pas très claire. Il faut le réécrire sous cette forme. Il faut faire apparaître les H. CH2, CH3, CH2, le groupement carbonyle, ensuite CH2, CH3, et je procède comme tout à l'heure. Elle est symétrique. Je m'intéresse seulement à la moitié. Vous voyez, c'est ça l'axe de symétrie. Donc, je dis, j'étudie ces 3. Je dis 1. 1, ils sont équivalents. Les voisins sont 2. Il y a couplage. Donc, 1, 2, 3. Donc, un triplé. Donc, ces 3 H sont représentés par un triplé. Ensuite, là, je dis 1, les voisins, 2, 3, 4. Je dis 1, 2, 3, 4. Un quadruplé. Il est représenté par ces 2 H. Et par symétrie, la même chose, comme tout à l'heure. Je peux mettre là 6 H et là 4 H. C'est comme si vous avez une fonction périodique, vous l'étudiez seulement sur l'intervalle d'une période. Voilà. Donc voilà pour ce qui est RMN. Et je conclue par un petit rappel. Si vous êtes en laboratoire de chimie, n'oubliez pas ces relations pour l'étude quantitative. La quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de moles,
ces petits termes de l'échantillon sur sa masse molaire, quel que soit l'état, solide, liquide ou gaz. Pour les solutions aqueuses, N, c'est la concentration de la solution fois le volume de la solution. Si vous avez un électrolyte où il y a les ions, N, le nombre de moles d'ions, c'est la concentration de l'ion étudié fois le volume de la solution. Pour les gaz, parfait, N égale PV sur RT. Faites attention. Pascal, mètre cube, Kelvin, R, c'est 8,32. Kelvin ou Kelvin. C'est le système international. Pour un gaz, N égale V du gaz sur le volume molaire du gaz dans les conditions de l'étude. Voilà pour cette partie.